une ce soir. Je suis entrée par la grande porte, à titre de première ministre désignée. Et c'est le plus grand honneur qu'on m'ait fait. La première ministre désignée s'adresse à la presse, les oppositions déjà en mode électoral. Honnêtement, à part sur les questions identitaires, sur les questions économiques, j'ai pas entendu beaucoup de nouveaux. Et nous, on lance un appel aux nationalistes. C'est au Parti québécois que ça va se passer. Une majorité à la portée des libéraux avec 3 partiels, dont une à Terrebonne. On ne sait pas ce qui est arrivé avec le vote perdu, fait que tout se met de reprendre ça. Ça va être serré, on va surveiller ça, certainement. Conflit au Moyen-Orient, les négociations de paix échouent. Le détroit d'Ormuz bloqué par les États-Unis. We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil, gas, much more than we need. We don't need it, but the world needs it. Il est 17 h. Voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, on commence la semaine avec une nouvelle première ministre, une première ministre désignée, en fait, parce qu'elle n'a pas encore été assermentée. Christine Fréchette, fraîchement élue, donc, à la tête de la CAQ, tient en ce moment même son premier point de presse officiel. On va l'écouter quelques instants. Ce ne sera pas une condition incontournable. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer en anglais. Ready? Donc, période de questions en ce moment. Christine Fréchette qui répond aux journalistes. Et pour suivre et analyser tout ça, vous reconnaissez nos collaborateurs Alain Reyes sur le terrain. Samuel est en Mauricie où Christine Fréchette est en visite aujourd'hui. Mais d'abord, Jean-François, Christine Fréchette qui n'a pas perdu de temps aujourd'hui. Oui, elle a déjà parlé au premier ministre Mark Carney, au premier ministre Tony Wakeman, également de Terre-Neuve-Labrador. On sait qu'il y a le gros projet là-bas de Churchill Falls qu'on attend de savoir si ça pourra passer du côté du Québec. Également, elle a parlé à Susan Holt, première ministre du Nouveau-Brunswick, mais aussi elle a déjà envie de mettre l'accent sur ses promesses, c'est-à-dire aider les Québécois, le portefeuille des Québécois, également aider les agriculteurs en éliminant pour eux la taxe carbone. Ça sera fait au cours de cette semaine. Aussi, bien sûr, on veut savoir si elle a eu le temps de parler à Bernard Drainville. Elle le fera en fait ce soir. Mais ce qui est important pour Madame Fréchette, bien entendu, là, ce sera d'être en mesure d'unir les partis, les deux partis, en fait, d'aller chercher les gens qui ont appuyé Bernard Drainville dans cette course, parce qu'on le sait, là, il y a les autres partis, notamment du côté du Parti conservateur du Québec, également du Parti québécois, là, qui tentent en ce moment d'aller chercher ces électeurs-là en vue de l'élection d'octobre prochain. Oui, ça va lui prendre de la bonne colle. Jean-François, je vais te retrouver tout à l'heure, justement, là, pour un résumé complet de ce premier point de presse. Le temps de me tourner vers Samuel, parce que Samuel, Christine Fréchette a fait son premier bain de foule aujourd'hui à Trois-Rivières, dans sa ville natale. C'était important pour elle que sa première journée en tant que première ministre commence à Trois-Rivières. C'est d'ailleurs ici qu'elle avait fait l'annonce de son lancement dans la course à la chefferie un petit peu plus tôt cette année. Et pourtant, il y avait tous les députés de la région quasiment, et incluant ceux qui avaient donné leur appui à Bernard Drainville, comme Simon Allaire, député de Maskinongé. Donc le message de la CAQ, il est clair, c'est de se rallier derrière Christine Fréchette en vue des élections à venir. Très contente d'être à Trois-Rivières. Vous le savez, j'ai lancé ma campagne à Trois-Rivières. Je suis native de Trois-Rivières. Je suis chez moi ici avec mes collègues. Je les remercie d'ailleurs pour leur soutien, pour leur accueil ce matin. C'est vraiment une première journée qui sera bien remplie. Je viens à la rencontre des Trifluviens. C'est sûr que ça va être important, notamment le prix de l'épicerie. Ça va être des choses. Parmi les personnes qui étaient présentes sur place lundi matin, plusieurs représentants du mouvement Le Communautaire à Bout. Christine Fréchette leur a affirmé qu'un canal de communication serait bientôt mis en place afin d'assurer une liaison avec le mouvement. Hier, elle a dit que nos problèmes étaient ses problèmes. Je lui ai répété, le milieu communautaire a besoin d'un engagement ferme et d'un leadership fort. Maintenant, nous, on voudrait trouver des solutions ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à regarder rapidement cet enjeu-là? Un canal de communication avec vous pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut avancer. Alors que Christine Fréchette l'a emporté dimanche face à Bernard Drainville avec 57,9% des voix, le candidat des faits affirme lui donner son appui et confirme que les deux ont échangé lundi et continueront de le faire dans les prochains jours. Est-ce qu'on craint pour l'unicité de la coalition? Non, évidemment, c'est une coalition. On a eu à bâtir des consensus dans notre histoire. On va continuer de le faire. Je pense qu'on a une communauté d'intérêts qui transcende les personnes et je demeure convaincu, on a vu ce matin avec la réaction de M. Drainville, que on redevient une équipe, une belle grande famille. C'est ce que les Québécois attendent de nous.
Alors que Mme Drainville, quel beau lapsus, Mme Fréchette qui répond aux questions des journalistes en anglais. Je me tourne vers Alain, que vous avez entendu sourire. Donc, Alain, et bien sûr, il faut parler de Bernard Drainville aussi là-dedans, parce que M. Drainville, hier, a quitté, semblait certainement un peu déçu dans les circonstances, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il allait se rallier et Mme Fréchette l'a mentionné, elle va travailler avec cette équipe-là, mais ça ne sera pas évident. Là. Non, tout à fait, tu l'as souligné. Là, hier, ça a fini 58-42 %. C'est déjà beaucoup pour Bernard Drainville parce qu'on regarde les premiers sondages, il était vraiment beaucoup plus loin. Donc, il a quand même fait une bonne campagne. Mais là, en quittant, sans aller sur le podium, comme on voit généralement, lever la main de la vainqueur, ça a laissé un goût amer. Puis même Simon-Jolin Barrette qui a quitté aussi rapidement. Tout à fait, sans répondre à aucune question des journalistes. Donc, hier, quand on a quitté, tout le monde, on se demandait est-ce qu'elle va être en mesure de rallier. Donc, avant même de convaincre les Québécois de supporter la CAQ, il faut qu'elle convainque son propre caucus, les députés en place, de poursuivre. Parce que Bernard Drainville, même s'il avait moins de députés et ministres, c'est lui qui avait le plus de membres du personnel caquiste autour de lui. Donc, lorsqu'elle va reformer son prochain cabinet ministériel, est-ce que ces gens-là vont vouloir continuer? Donc, il fallait vraiment que Bernard Drainville, aujourd'hui, revienne et dise qu'il était en arrière d'elle, qu'il allait continuer à travailler pour la CAQ. Et là, ils se sont parlé, c'est ce que Christine Fréchette a dit dans son point de presse. Mais selon toi, est-ce qu'elle lui a promis un poste de ministre? Ou... Ah, c'est clair. Je pense qu'elle doit absolument trouver une place à Bernard Drainville. Ça serait quoi, selon toi? Oh, c'est une bonne question. Mais je pense pas qu'elle va le laisser à l'environnement. Ça, c'est catégorique. Puis elle va devoir lui donner une responsabilité importante pour essayer de colmater le caucus, recoller les pots cassés. Parce que, bon, déjà, elle laisse sous-entendre que son cabinet va être moins gros. Donc, elle doit remercier ceux qui l'ont supporté. Ils étaient en grand nombre. Elle doit trouver de la place pour certains qui ont accompagné Bernard Drainville dans le cabinet. Donc, ça va être tout un casse-tête pour elle à l'approche de la prochaine élection. Mais je l'entendais déjà parler de ce qu'elle veut faire très rapidement, notamment réduire le fardeau financier des Québécois. Mais est-ce qu'elle va avoir le temps de faire ça parallèlement, tenter de colmater tout ce qui se passe dans son parti, tout ça avant l'élection? Bien, on l'a entendu dans son point de presse tantôt. Elle va peut-être prendre la position des décrets, donc pour aller plus vite, parce qu'elle va manquer de temps. Là. Il reste seulement 4 semaines pour elle pour passer les projets de loi. Elle veut baisser le coût de l'épicerie en détaxant certains produits. Elle veut enlever la taxe carbone pour les agriculteurs. Elle avait parlé aussi en campagne du coût de l'essence. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter? Donc, plusieurs mesures qu'elle va devoir faire adopter rapidement. Ça va être tout un défi, Marie-Christine. On va avoir la chance de s'en reparler, je pense, plusieurs fois. C'est aussi un défi de faire une chronique de 3 minutes. Ouais. Merci beaucoup, Alain. On en reparle cette semaine. Donc, l'arrivée de Christine Fréchette amène un nouveau souffle au gouvernement de la CAQ. C'est l'avis de plusieurs élus provinciaux et municipaux qui ont espoir de voir leurs dossiers respectifs progresser. Voici ce qu'ont préparé nos collègues de partout au Québec. Aujourd'hui, vous avez choisi une femme et un leadership rassembleur. C'était historique, ce qu'on a vécu. Les réactions sont nombreuses partout au Québec au lendemain de l'élection de la première ministre désignée, Christine Fréchette. Ici, en Estrie, le député de Granby, François Bonnardel, applaudit cette victoire et il croit que Mme Fréchette est celle qui défendra le mieux les intérêts économiques du Québec. Dans un contexte géopolitique, commercial immensément incertain, avec les négociations de l'accord de libre-échange qui vont débuter l'été prochain. Donc, pour moi, le parcours de Christine dans les derniers mois, les dernières années, est immensément important pour affronter ce défi que les Québécois vont avoir dans les prochains mois. Bernard Drainville, c'est un homme d'expérience qui n'a pas hésité à se battre pour les Québécois. Bien que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, n'ait pas remporté son élection hier, elle affirme avoir entièrement confiance en Christine Fréchette. Bien, elle a montré qu'elle savait débattre, qu'elle savait défendre des idées, qu'elle avait cette volonté-là de rebâtir la confiance des Québécois envers la CAQ. Alors, très heureuse de me rallier à ses côtés. Trois-Rivières étant la ville natale de la nouvelle première ministre, les maires et mairesses de la région accueillent la nouvelle avec positivité. Surtout le maire de Trois-Rivières qui croise les doigts pour être au cœur des priorités de Christine Fréchette. C'est sûr que quand tu es premier ministre, tu fais attention pour ne pas faire trop de jalousie, mais en même temps, connaissant bien Trois-Rivières, ayant travaillé avec M. Boulay,
qui l'a appuyé pendant la campagne. On pense que Trois-Rivières pourrait être bien positionné, vraiment. C'est toujours intéressant de voir que des gens qui sont de la région, alors connaissent les priorités. Déjà, on y a fait part de nos priorités. On a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Ça va nous laisser peu de temps pour travailler avec Mme Fréchette puis de s'assurer qu'on travaille dans le même sens pour les défis qui touchent les municipalités, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Donc, on va s'y mettre rapidement là, dès que le cabinet sera formé. Il y a toute la question autour du PEC, là, qui est un programme touchant à l'immigration. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont un défi de main-d'œuvre et de la coupure sec et radicale de ce programme-là, ça avait un effet majeur négatif sur eux. Fait qu'elle s'est engagée à revenir là-dessus. On espère qu'elle va le faire rapidement. Je pense que la question de l'environnement va être un bon défi. Mme Fréchette, quand même, s'est montrée ouverte à reconsidérer tout ce qui touche les gaz de schiste. Ici, ça avait été vraiment un dossier extrêmement polarisant. Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains élus comme Éric Girard, ministre régional et également député du Lac-Saint-Jean, avaient pris le côté de Christine Fréchette, tandis que Yannick Gagnon, dans Jonquière, lui, était derrière la candidature de Bernard Drainville. Quand même un sentiment de fierté, là, moi, plus personnellement, parce que ce qu'on voulait au début, c'était de provoquer le débat. Moi, je me suis pas affiché encore si je serai sur les rangs à la prochaine campagne électorale. Un des 3 critères importants sera ma rencontre aussi avec la première ministre. Et du côté de l'UPA, on a quand même certaines attentes parce que pendant la campagne électorale, justement, la course à la chefferie, à ce moment-là, on avait fait certaines promesses, dont, entre autres, l'aide à la relève qui pourrait être augmentée et également le remboursement de la taxe carbone qui pourrait très bien se faire. On espère encore... au moins concrètement, là, quelques réalisations à court terme. Ça en est trop facile, puis ils ont toutes nos données en main, ils peuvent toutes nous rembourser. Ils pourraient nous rembourser intégralement au dollar près ou presque. Là. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine. À Trois-Rivières, Maxime Dany. À Sherbrooke, Alexandra Paré. Pour Nouveau Info. On va aller faire un tour sur la scène fédérale maintenant parce que c'est une journée cruciale pour le gouvernement Carney. Il pourrait obtenir le seul siège, en fait, qui lui donnerait sa majorité. Il y a 3 élections partielles au pays, dans Terrebonne notamment, où je retrouve Étienne. Donc, Étienne, on peut dire que c'est un scrutin historique, là. Ben oui, la fameuse saga de l'élection de Terrebonne. On s'en souvient, il y a un an, là, il y a une électrice à qui on avait donné la parole qui avait dit que son vote n'avait pas été compté parce que son vote lui avait été retourné par la poste en raison d'une erreur d'Élections Canada. Ben aujourd'hui, après une décision de la Cour suprême qui a dit qu'il faut faire une nouvelle élection, c'est un enjeu démocratique, ben elle a pu voter finalement Emma Bossé comme des milliers d'autres citoyens de Terrebonne. Puis on saura ce soir qu'est-ce qui va se passer ici. On peut d'ailleurs l'écouter, elle a fait un vlog sur son vote aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe et je vais pouvoir enfin voter. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi qui ont été mis en place pour cette reprise d'élection-là. Et voilà. C'est fait, je viens d'aller voter officiellement. J'ai même dit aux madames qui étaient là, c'est à cause de moi tout ça, mon Dieu! Je pense qu'on peut dire que tout est bien qui finit bien. Étienne, tu es allé rencontrer des électeurs. C'est quoi l'état d'esprit sur le terrain? Bien, assez d'excitation quand même, mais on sent qu'aujourd'hui, c'est assez lent quand même, la participation. Lors du vote par anticipation, il y a eu quand même 20 des citoyens de Terrebonne qui ont voté, donc on verra comment ça va se jouer dans les prochaines heures. Mais les machines essayent de faire sortir le vote. Il y a environ 300 bénévoles des 2 grands partis, parce qu'on s'attend vraiment à un match revanche entre Tatiana Auguste, qui avait gagné donc par un vote lors de l'élection, mais l'élection annulée, et Nathalie Sinclair-Desgagnés du Bloc québécois. Mais écoutons un peu l'avis des électeurs aujourd'hui qu'on a croisés. On vote souvent à Terrebonne, on dirait. On est habitué. On aime mieux la démocratie que l'autocratie, vous savez. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on retourne aux urnes là, juste un an après? Bon, je trouve que c'est correct. On ne sait pas ce qui est arrivé avec le vote perdu, fait que tout se mène de reprendre ça. Comment ça va tourner ce soir, vous pensez? Ça va être serré. Oui, ça va être serré. On va surveiller ça, certainement. Mais moi, honnêtement, c'est ma mère qui m'incite parce que je suis pas trop ça. Je trouve juste que c'est important de voter parce que c'est notre futur. Mais tu fais ça pour faire plaisir à maman? Ben oui. Sinon, elle me tape ses doigts. Tantôt, elle m'a appelé. J'ai quitté le travail pour venir ici. Là, il faut que je retourne travailler. Fait que je vous laisse. On la salue. Salut. Salut. Toujours écouter sa mère. Bon, salut. Donc, cette mère, match revanche ce soir, donc, entre le Bloc et les libéraux. On va voir tout ce qui peut arriver. Le Bloc, ça reste une circonscription bloquiste depuis 40 ans, en théorie. Mais les libéraux qui vont compter quand même sur la popularité de Mark Carney pour gagner. On verra. À ce soir. Ça pour nous. Merci, Étienne.
Maintenant, la Ville de Montréal suspendra les interdictions de stationnement en lien avec les opérations d'entretien des rues mercredi, jeudi, vendredi. La grève des cols bleus force le ralentissement de la grande corvée du printemps. Les autres interdictions de stationnement demeurent toutefois en place. Les 6 000 cols bleus de la Ville sont sans convention collective depuis décembre 2024. Maintenant, Desjardins vient de faire tout un virage à 180 degrés concernant la fin des cartes de crédit conjointes. Elle reporte finalement sa décision d'implanter un nouveau système de gestion. Une seule personne devait être désignée comme détentrice principale de la carte. Le changement qui devait s'opérer le 10 juin faisait en fait craindre de grands abus financiers. Reportage, Elliott Tremblay. Je lui fais vraiment confiance à mon mari. Lui, il me fait confiance. Fait que personnellement, je pense pas que ça aurait un impact épouvantable. Ce qui me dérange fondamentalement, c'est l'opacité. C'est qu'il y a un des deux partenaires, peu importe lequel, peut choisir de pas être transparent. Je trouve ça très, très choquant. Sarah Minis n'est pas la seule à trouver ça très, très choquant. Il y a des milliers de clients Desjardins qui ont été assez surpris quand ils ont appris que les modalités de leur carte de crédit conjointe allaient changer. Desjardins voulait mettre fin aux cartes de crédit avec 2 détenteurs principaux égaux. Donc, un seul conjoint aurait été responsable du compte, de la dette et de la cote de crédit. L'autre serait devenu détenteur additionnel avec moins d'accès et moins de contrôle. Ce qui est inquiétant, c'est pour les couples où ça va moins bien, où il pourrait y avoir de possibles abus. Si une des deux personnes se retrouve responsable de la dette, il se pourrait que la personne qui devienne le détenteur secondaire puisse dire, OK, moi, je ne suis plus responsable légalement, donc je m'en lave les mains. Ou l'inverse est aussi vrai aussi. Le détenteur principal pourrait décider de contrôler l'information, de ne pas tout dire. C'est là où ça pose problème, là. L'idée, c'est que c'est pas correct. Si c'est un compte commun, c'est les dépenses des deux, c'est l'argent des deux. Faut que les deux soient informés de ce qui se passe sur ce compte-là. La décision de mettre fin aux cartes de crédit conjointes a suscité beaucoup d'inquiétudes, comme vous pouvez le voir. Donc, Desjardins a décidé de mettre le projet sur pause, mais ça ne veut pas dire que le changement n'entrera pas en vigueur. Par courriel, Desjardins m'a dit « Nous allons prendre le temps nécessaire pour nous assurer que les changements répondent aux préoccupations exprimées. Les membres et clients seront informés des changements et accompagnés dans ceux-ci lorsque nous les ferons. » On peut penser à toutes les conséquences qui peuvent être néfastes, surtout quand il y a des couples qui sont fragiles, il y a des gens qui se séparent ou il y a des situations d'abus financiers. Je crois que ces arguments-là étaient vraiment des arguments très sérieux et bonne nouvelle, Desjardins en a tenu compte. Maintenant, on a repoussé la décision, peut-être qu'on va la transformer aussi, on verra bien. C'est encore une grosse compagnie qui fait vivre une impuissance. Et c'est comme, maintenant, il faut vous soumettre à ce changement ou bien partir, en fait, finalement. En quelques semaines à peine, Desjardins recule une deuxième fois sur une décision par rapport à ses cartes de crédit. C'est une période de transition qui est plus ou moins fluide pour l'institution financière qui dessert pas loin de 80 % de la population québécoise. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. C'est Caroline que je retrouve à Québec ce soir. Alors, tu nous parles d'un travailleur de la santé de Lévis qui ne pourra pas profiter de sa banque de vacances pour devancer sa retraite. Et là, il y a le syndicat qui déplore le manque de reconnaissance de l'employeur. Effectivement, il est question de Serge Gauthier qui, lui, est infirmier auxiliaire depuis 37 ans maintenant au Centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches dans le secteur Lévis. Et effectivement, il a prévu sa retraite à partir du 16 juin prochain, mais lui espérait quand même pouvoir en profiter d'une banque de vacances inutilisée dans les dernières années pour devancer finalement l'heure de cette retraite. La demande a été faite et malheureusement refusée. Et c'est surtout l'absence de raisons précises qui dérange là-dedans pour le syndicat aussi. On s'interroge vraiment là, sur la décision qui a été rendue. J'avais 8 semaines en tout que je pouvais prendre. Fait que j'ai commencé mes démarches en janvier. Il manque de personnel, c'est sûr, là, mais de toute façon, quand je vais partir, ça va prendre quelqu'un pour nous remplacer. On comprend pas. Monsieur, ça fait 37 ans qu'il travaille ici. Il a dévoué toute sa carrière aux patients ici. Et où la reconnaissance pour ce monsieur-là? Pensez-vous qu'ils vont revenir comme retraités après ça, faire des corps quand il manquera du monde tout l'été? Je suis pas sûre.
Donc, le syndicat demande au gestionnaire de revenir sur sa décision qui, d'ailleurs, contrevient à la convention collective, selon eux. On ajoute également que même les autres employés, donc les collègues de M. Gauthier, ont signé une pétition pour dénoncer la situation. M. Gauthier, lui, dit surtout avoir une pensée pour ceux qui vont suivre, finalement, dans un système de santé. Déjà, les difficultés de manque de personnel se fait sentir. Merci beaucoup, Caroline. Je me tourne maintenant vers Étienne à Saguenay. Tu nous parles le toit d'une épicerie qui s'est effondré à Saint-Ambroise en fin de semaine? Oui, exactement. L'Intermarché qui a vu son toit s'effondrer. L'épicerie qui est fermée là, depuis les événements, et ça pour une durée indéterminée. Une portion du toit qui s'est effondrée. On ne peut pas dire les raisons là, pour lesquelles le toit a décidé de s'effondrer. C'est selon la CNSST qu'on est en train de faire justement une étude là, de cas pour comprendre un peu les circonstances des événements. Avec les travaux de sécurité, les citoyens doivent maintenant se diriger vers Jonquière ou peut-être même Chicoutimi-Nord pour faire leur épicerie. On parle ici d'un déplacement de 20 à 30 minutes, tout dépendant là, du secteur dans lequel on se trouve à Saint-Ambroise. Je vous laisse entendre là, un intervenant, en fait, le directeur général de la ville, qui nous explique pourquoi cette épicerie-là est quand même importante là, pour Saint-Ambroise. Je sais qu'on veut faire en sorte que ce soit une courte durée, mais qu'est-ce que ça fait pour les citoyens de ne plus avoir accès à l'Intermarché comme ça? C'est sûr que l'Intermarché, pour une municipalité comme Saint-Ambroise, et même pour les municipalités avoisinantes, c'est quelque chose d'important, c'est un commerce de proximité. Donc là, justement, on attend en fait un peu l'évolution du dossier pour voir comment on peut accompagner également la population sur cette problématique-là. Mais bon, on a également, malgré tout, des commerces déjà existants, la pharmacie, le marché Alki, le 707, qui sont présents sur la municipalité, qui puissent, dans un premier ressort, faire du dépannage. Il faut mentionner aussi que le bâtiment là, de l'Intermarché comporte encore quatre logements aussi, et les locataires de ceux-ci ont eux aussi dû quitter les lieux en raison de l'affaissement du toit. Pas évident tout ça. Merci beaucoup, Étienne. Fanny, maintenant, à Actonville, ce sont 80 personnes âgées qui se sont retrouvées à la rue après un incendie? Oui, incendie qui est survenu dimanche vers 10 h. Effectivement, c'est beaucoup de gens de la résidence pour aînés du domaine Rousseau qui se sont retrouvés depuis sans logement. En fait, là, ces aînés-là ne pourront pas réintégrer leur logement à court terme parce qu'il y a beaucoup trop de dommages, notamment en raison de l'eau. On en a discuté aujourd'hui avec le maire d'Actonville qui nous dit qu'il faudra entre 6 mois et 1 an avant que les travaux soient effectués. Alors, effectivement, il faudrait qu'ils s'arment de patience. Les locataires qui ont été transportés hier au centre communautaire, la plupart ont trouvé un endroit pour loger chez des proches, mais pour les autres, il a fallu les placer dans des établissements du 6 de la Montérégie-Est. Et vous allez l'entendre, ça a quand même été une opération complexe. ARI, ressources intermédiaires, donc sont pris en charge par le 6. Le temps de trouver des endroits pour les déplacer, les ramener. Il y a eu des familles qui sont allées chercher de leurs parents qui étaient là, ceux qui n'ont pas besoin de services de notre côté. De notre côté, nous, on avait nos autobus pour pouvoir transporter vers nos installations, les installations qui avaient été retenues. Donc, on avait des gens qui avaient été envoyés sur site. Alors, il y a une 50aine de pompiers de la région qui se sont rendus sur place pour maîtriser l'incendie. Et d'ailleurs, on n'en connaît toujours pas la cause actuellement. Personne de blessé. Merci beaucoup, Fanny. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Le président Trump s'en prend au pape Léon XIV et son message anti-guerre. Et il n'a pas l'intention de s'excuser. Changement de régime en Hongrie après la défaite de Viktor Orban au pouvoir depuis 16 ans. Et Nick Suzuki atteint le plateau des 100 points en une saison. On en discute avec les gars du 5 à 7. Mais d'abord, il faut revenir sur Christine Fréchette, qui a tenu il y a quelques minutes son tout premier point de presse en tant que première ministre désignée. On sait qu'elle sera assermentée mercredi. Alors, Jean-François qui suit ça pour nous. Alors, Jean-François, Mme Fréchette veut rapidement soulager le portefeuille des Québécois, comme on le disait tout à l'heure, mais elle a aussi un gros défi, celui d'assurer l'unité du parti. Oui, et ça semble particulièrement important parce qu'on a vu hier Bernard Drinville qui ne s'est pas rapidement rallié à Mme Fréchette, n'est pas monté sur la scène lors de son discours pour l'appuyer. Il l'a appuyé seulement ce matin via les réseaux sociaux. Elle lui a brièvement parlé ce matin, mais aura une conversation un peu plus importante avec lui au cours de la soirée. Mais elle laisse planer le doute également sur qui portera le projet de constitution. Elle a dit qu'elle voulait continuer le projet de loi
loi 1. Cependant, est-ce que ce sera Simon Jolin Barrette qui va le mener encore? C'est lui qui le mène, mais qui a appuyé aussi Bernard Drinville, on le sait, lors des derniers moments de la course à la direction du parti. Donc, pour l'instant, on ne le sait pas. On sait que son conseil des ministres sera légèrement réduit, mais il sera paritaire. C'est ce qu'elle vise. Elle nous l'a confirmé aujourd'hui. Des mesures, donc, également pour aider les Québécois au cours des prochains jours, mais vraiment, il faudra qu'elle aille chercher les gens, non seulement Bernard Drinville, mais ceux qui l'ont appuyé également. C'est pas que la responsabilité des ministres, mais également celle des députés, celle des militants. C'est sûr qu'il faut que les gens fassent preuve d'empathie par rapport à l'exercice que ça représente. Je pense que tous les premiers ministres, premières ministres ont eu certainement le souhait de vouloir plaire à tous, tout un chacun, puis attirer bénéfice de chacune de ces personnes-là. Maintenant, il y a des limites, c'est sûr. C'est comme gérer un budget. On fait face à des contraintes. Jean-François, chez les oppositions, maintenant, certains partis partent déjà à la conquête des caquistes déçus. Oui, on vise particulièrement du côté du Parti québécois les nationalistes déçus, ceux qui étaient dans le camp de Bernard Drinville, qui misaient sur l'identité surtout. Du côté du Parti conservateur du Québec également, là, on trouve que plusieurs idées que portait Bernard Drinville qui étaient beaucoup plus leurs idées, et il risque donc de peut-être avoir de la facilité à aller chercher des gens, des électeurs à tout le moins, sinon peut-être même des élus, on ne sait jamais. Mais aussi, elle s'est elle-même dit, Christine Fréchette, lors de son point de presse, nationaliste et non contrairement aux péquistes souverainistes. Donc, ça pourrait jouer. Bernard Drinville, à tous les jours, il prenait une page de notre programme puis il sortait son idée du jour. J'étais rendu à la fin de la campagne que notre programme était de plus en plus petit sur ce qui nous différencie de la CAQ si c'était Bernard Drinville qui était chef. Donc, je pense que là, ça va être facile de parler à ces gens-là. Les gens qui ont des valeurs, qui ont des idées conservatrices, bien, c'est le temps de venir au Parti conservateur du Québec. On s'adresse aux gens qui sont restés fidèles à la CAQ parce qu'ils croyaient que ce nationalisme allait être utile. Mais là, c'est terminé. Bernard Drinville a perdu et les nationalistes ont perdu à la CAQ. Alors, c'est un appel à tous les nationalistes de se regrouper dans cette grande coalition qui est le Parti québécois. Donc, assermentation de Christine Fréchette mercredi, rencontre également du caucus de la CAQ en soirée. Puis, pour le Conseil des ministres, il faudra attendre à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-François. Moyen-Orient, maintenant, c'est reparti. Le détroit d'Ormuz, là où transite environ 20 du trafic mondial de pétrole, est bloqué, mais cette fois-ci par les États-Unis. Le blocus des ports iraniens a débuté ce matin à 10 h. Et Sabrina, l'Iran dénonce ce geste et le qualifie de piraterie. Oui, il y a le porte-parole du ministère, en fait, de la Défense qui a déclaré que toute même intervention militaire dans le détroit d'Ormuz allait aggraver la situation. Et je te rappelle que ça survient à peine quelques jours après ces négociations qui se sont mal tournées du côté du Pakistan, donc en fin de semaine, entre les États-Unis et l'Iran. Au cours des dernières heures, il y a Donald Trump qui est allé d'un avertissement, justement, d'ailleurs. Il a dit que tous les navires iraniens qui vont passer à proximité du blocus américain seront immédiatement quand même éliminés. Donc, le blocus, ça ressemble à quoi? Ça s'applique à tous navires qui sont dans le détroit sans autorisation, mais quand même, on ne va pas entraver les passages qui ne sont pas en provenance ou à destination d'Iran. Mais bon, c'est certain, comme je le disais, ça pourrait venir affaiblir quand même la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Mais bon, le président américain a dit que l'Iran souhaite quand même un accord à tout prix. Bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, notamment au premier ministre britannique Keir Starmer, qui a dit qu'il ne soutient pas le blocus. Même chose pour la ministre espagnole de la Défense qui a dit qu'un tel blocus, que ça n'avait aucun bon sens. Il y a le chef de l'Agence maritime de l'ONU qui précise qu'aucun pays n'a le droit de bloquer le détroit d'Ormuz. Shipping continues to be used as collateral for these kind of negotiations, which of course is detrimental not only to the innocent seafarers, the countries in the region, but globally everybody is being affected. Simplement dire également que le Hezbollah a demandé l'annulation des négociations qui devaient avoir lieu demain entre Israël et le Liban, justement, pour un possible cessez-le-feu. Donc, on voit déjà des répercussions. Ça reste encore très tendu. Maintenant, parle-moi du président Trump qui s'en est pris au pape Léon. Oui, parce que pour refaire l'histoire, en fait, c'est que ce week-end, le pape Léon, lors d'une allocution, a dit il faut cesser la guerre, notamment cette guerre en Iran. Et bon, évidemment, ça a piqué au vif Donald Trump. Et ce qu'il a écrit hier du côté de Truth Social,
Social. Il a dit que le pape était faible, qu'il ne souhaite pas avoir un souverain pontife qui trouve normal que l'Iran dispose donc carrément de l'arme nucléaire. Aussi, ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que le pape a publié, Donald Trump a publié une photo justement de lui en Jésus-Christ, là, visiblement. Ça a été retiré par la suite. Là, c'est peut-être de mauvais goût pour certains. De comment il se trouve, comment il se qualifie. C'est ça, effectivement. Bon, reste à savoir. Mais bon, aujourd'hui, on lui a demandé, Donald Trump, est-ce que vous allez vous excuser aujourd'hui pour les propos? Voici sa réponse. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen, so I can't. I think he's very weak on crime and other things, so I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On peut dire que le président Trump a quand même le dos de se mettre le monde à dos. Et là, il se coltaille avec le pape Léon XIV. Oui, et là, c'est autre chose. Là. On est dans une autre dimension. Et c'est très rare qu'il retire, ou qu'il présente ses excuses, ça n'arrive jamais, mais qu'il retire ses propres publications sur son réseau social. Oui, celle qu'on a vue avec Sabrina, là où il se prend pour... Oui, c'est la deuxième fois, à ma connaissance. Oui, bon, alors, là, il a dit, parce que ça a choqué sa base chrétienne. Bien sûr. Les catholiques, mais aussi tous les chrétiens. Et il a dit, regarde cette image-là, là, et dis-moi si son excuse tient la route. Il a dit, non, je ne suis pas en Jésus. J'étais comme un docteur à l'hôpital. Oui. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a été soigné la dernière fois, mais si c'est comme ça que ça se passe, je serais inquiet. Je dirais que c'est pas drôle quand même. Puis c'est plutôt inhabituel, j'imagine, dans l'histoire qu'un pape s'en prend directement, où il y a une discussion. Ah, il y a ça, si on regarde toute l'histoire, parce que l'histoire de la papauté, elle dure quand même 2000 ans, il y a eu ça a été un personnage politique important dans l'histoire. Mais disons que dans l'histoire moderne, on se tient dans les questions spirituelles. Oui. Mais là, il a attaqué frontalement. Et de ses propres supporters, il y a par exemple un évêque qui s'appelle l'évêque Barron, qui est sur un comité pour la liberté religieuse que Donald Trump a formé. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la mouvance conservatrice, qui a dit... Monsieur le Président, vous êtes allé trop loin, vous devez vous excuser. Bien sûr, ça n'arrivera pas, Donald Trump ne fait pas ça. Mais c'est intéressant, Marie-Christine, parce que Donald Trump pense qu'il peut tout faire, et il fait beaucoup de choses. Mais là, il y a des zones là où il ne faut pas aller. Se présenter comme Jésus, ça défrise beaucoup de croyants et Dieu sait que c'est une base importante dans son électorat. Alors, et l'autre chose, c'est que ce pape, c'est le premier pape américain de l'histoire. C'est ce que j'allais dire. Et là, le problème, c'est que ça peut dégénérer. Là. Il peut y avoir d'autres conséquences. Ça ne l'aidera sûrement pas. Et ce qui agace l'administration Trump, d'abord, il le trouve trop à gauche, mais c'est qu'il a été invité pour c'est un événement majeur cet été, 4 juillet, 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance, donc la fondation des États-Unis. Et ils ont invité le pape. Et le pape, non seulement... pape américain, n'y va pas, mais il va passer la journée auprès de migrants. Et toute l'Église catholique aux États-Unis a été très critique de Donald Trump. Mais oublie pas une chose, le vice-président J.D. Vance, c'est un catholique. Le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, c'est un catholique. Et les catholiques, ces dernières années, ont pris beaucoup de place dans la mouvance conservatrice. Alors... Et là, de dire publiquement, là, il l'a écrit sur ses réseaux sociaux, je ne suis pas un partisan de Léon XIV. Léon qui réplique, qui dit « Je n'ai pas peur de l'administration Trump. » Bien sûr. Je ne suis pas un politicien. Moi, je ne fais pas de la politique étrangère. Il a dit, ça c'est intéressant, il a dit juste le nom de son réseau social, pensez-y, Truth Social, c'est-à-dire le réseau de la vérité. Il dit « ça dit tout. Oui. La parole de l'Évangile. Hey, merci beaucoup. Amen. Merci. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat.
Alors oui, le règne du premier ministre ultranationaliste Viktor Orban a pris fin hier après plus de 15 ans au pouvoir en Hongrie. C'est le conservateur Péter Magyar qui a remporté l'élection avec plus de 53 % des votes. On va analyser tout ça avec Romain Chauvet, journaliste indépendant en direct de la capitale hongroise. Bonsoir, Romain. Oui, bonsoir Marie-Christine. Ce sont donc des milliers de Hongrois qui ont célébré la victoire de Péter Magyar hier. Quel est le message de la population? Oui, eh bien, ces gens-là ont célébré jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup de gens qui me disaient dans ces rassemblements-là, on a l'impression d'être délivrés d'une certaine forme de dictature et de retrouver des libertés. Parce qu'au cours des 16 dernières années de ce mandat de M. Orban, ici, il y a eu une répression extrêmement forte sur des ONG, sur les opposants politiques, sur des médias indépendants également. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, il faut dire, dans ces rassemblements qui ont célébré tout au long de la nuit et qui ont vraiment l'impression qu'une nouvelle page est en train de s'écrire dans leur pays. Justement, l'ère Orban qui prend fin, qu'est-ce qui va changer concrètement dans le pays selon toi? Écoutez, ce que nous disent les gens et ce qu'a dit aujourd'hui ce nouveau Premier ministre en conférence de presse, d'abord, ça va changer la relation entre la Hongrie et l'Union européenne parce que M. Orban avant était eurosceptique, s'opposait à de nombreuses aides que l'Union européenne voulait envoyer notamment en Ukraine pour soutenir la guerre dans ce pays-là. Ça va changer également la dynamique avec la Russie parce que M. Orban, on le sait, était très proche de Vladimir Poutine. De nombreux ministres ici en Hongrie avaient des relations très étroites avec d'autres ministres en Russie. Alors pour ce nouveau Premier ministre aujourd'hui, eh bien, il a dit qu'il n'y aurait pas ce genre de relation-là, que même si le pays, la Hongrie, est dépendante du gaz et du pétrole de la Russie, il y aura quand même une certaine distance. Alors vous voyez que ça va changer à la fois dans le pays pour l'Union européenne, mais sur la scène internationale également. Et puis enfin pour la situation économique, parce que c'est l'un des enjeux dans ces élections-là, c'était la situation économique. En renouant le dialogue avec l'Union européenne, eh bien, on espère aller chercher des fonds pour aider les gens ici sur le plan économique. Il faut quand même dire, Romain, que M. Magyar a connu une ascension politique fulgurante. Il était quand même méconnu du grand public avant 2024. Ouais. Comment il s'y est pris pour se faire connaître et surtout renverser le régime Orban? Oui, méconnu du grand public et également dans le parti de M. Orban, dans lequel il a claqué la porte il y a 2 ans. Donc, il a mis en place ce parti de l'opposition et sa stratégie à lui, ça a été vraiment d'aller dans les communautés rurales, là où performait généralement bien M. Orban, et de s'allier avec d'autres petits partis des oppositions pour former une grande opposition et donc renverser M. Orban, ce qui est arrivé hier. Il faudra voir maintenant dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, est-ce qu'il va arriver à mettre en place tout ce qu'il a promis, notamment sur cette situation économique-là, pour améliorer le destin et la vie quotidienne des Hongrois et des Hongroises ici. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'espoir dans le pays pour ce vent de changement ici. Des changements qui vont s'orchestrer au fil des mois et même des années. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Bonsoir, Alex. Bon lundi, Marie-Christine. Alors, on sait maintenant qui va prêter sa voix au personnage du film québécois Vincent et la prophétie des mers. Exactement. Alors, c'est une coproduction, en fait, entre le Québec, l'Allemagne et la République tchèque, film d'animation. Eh bien, on sait maintenant que les voix québécoises, bien, ce sera Louis-Julien Dursault. Il y aura aussi Marc Labrèche qui sera là, Anne Dorval, Ludivine Reding, Marc Saint-Martin et aussi Barbada qui sera là. Alors, ce que ça raconte, c'est Vincent. C'est une jeune baleine à bosse qui cherche son propre champ de baleine pour sauver la vie marine de l'extinction du méchant Léviathan. On en regarde un extrait. Attrapez cette baleine! On va t'aider! Génial! En méditant... C'est pas vrai! J'étais sur le point. C'est pas encore rire, hein? Oui, exactement. Un cœur d'enfant. Exactement. Alors, sachez que le film a déjà été présenté dans une dizaine de festivals à travers le monde. Magnifique. Ça a beaucoup déjà de succès. Et ici, au Québec, bien, ce sera le 4 septembre prochain qu'on pourra le voir. Hey, parle-moi de Britney Spears qui, finalement, a décidé de reprendre le chemin d'un centre de désintoxication. Exactement. On le sait, c'est à peu près 1 mois après son arrestation pour conduite sous emprise. Donc, sachez que, comme tu l'as dit, c'est sa décision de retourner en cure de désintoxication. On ne connaît pas le centre où elle est allée. On ne sait pas non plus
plus combien de temps ça va durer. Mais il y a une chose qui est certaine. On lui souhaite tellement d'aller mieux. Tellement. Hein? Mais aussi, le 4 mai, elle va devoir retourner en cours en Californie pour cette accusation. On ne sait toujours pas, on dit sous emprise, mais on ne sait pas si c'est l'alcool, la drogue ou un mélange des deux. Les facultés affaiblies. Oui, c'est ça. Mais tu as tellement raison. On lui souhaite que cette fois-là, ce soit la bonne et que ça aille un petit peu mieux. Vraiment. Parle-moi maintenant de Katy Perry et Justin Trudeau qui enflamme le web. Oui, bien en fait, en fin de semaine, c'était le premier week-end de Coachella, ce fameux festival en Californie. Alors, c'était le week-end de Justin Bieber. Puis on aurait pensé que ça aurait pu être Kylie Jenner et son chum Timothée Chalamet qui allaient faire parler. Eh ben non! Oui, proche du monde. Ben non, c'est Katy Perry et Justin Trudeau. On les a vus là, partout en fin de semaine. Je ne sais pas pour toi, mais quand on les regarde comme ça, on dirait une espèce de couple d'adolescents dans ses premiers rendez-vous. Je trouve ça cute, puis je trouve ça cute aussi qu'un ancien premier ministre d'un pays puisse avoir du fun comme ça, puis changer les idées et faire autre chose aussi. Mais c'est fou que dans un autre contexte, on ne dirait pas que c'est un ancien premier ministre. Tu as tout à fait raison, mais visiblement, en fin de semaine, il y avait beaucoup de plaisir. C'est mignon. On leur souhaite bonne chance. Exactement. On aime ça finir comme ça. Hey, merci beaucoup, mon frère. À demain. Les sports au retour. Yannick, Frédéric, bon lundi, bon début de semaine. Bon lundi, bon début de semaine. Passez un bon week-end. Très beau week-end. Bon. Parfait. Après l'exploit de Cole Caulfield, bien sûr, il faut parler de Nick Suzuki d'inscrire. Donc, il inscrit son nom dans l'histoire des Canadiens. Il inscrit effectivement son nom dans l'histoire du Canadien de Montréal, dans le glorieux livre d'histoire du Canadien de Montréal. Ça d'épais. C'est à peu près. Mais il est devenu simplement, dans un livre épais comme ça, le 5e joueur seulement de l'histoire du Canadien de Montréal à amasser 100 points au cours d'une saison, imagine. Mais le premier capitaine de l'histoire du Canadien à inscrire 100 points dans une saison. C'est très rare qu'on voit ça. Donc, il a réussi cet exploit face aux Islanders de New York. Le dernier à l'avoir réalisé cet exploit, c'était Mats Naslund, que l'on surnommait le Petit Viking. Et c'était déjà il y a 40 ans. Il a tenu à exprimer ses félicitations à Nick Suzuki. On l'écoute. Hi, Nick. Mats Naslund here. I was a guy that got more than 100 points 40 years ago. I think it's about time that someone else got it. If you want to know what kind of player I was, I think you can ask your coach. I really enjoy watching you and the team this year. A lot of speed and a lot of skills. I think you have a good chance to go far in the playoff. You have a great team, good goaltending now, so good luck for the playoff and stay healthy. Alors, il ne faut pas oublier qu'hier, le Canadien a gagné contre les Islanders de New York et le Canadien a repris, Marie-Christine, le 2e rang, l'exclusivité du 2e rang, 2 points devant le Lightning de Tampa Bay. Alors, le Lightning joue ce soir. Les Sabres de Buffalo jouent ce soir. Si les Sabres l'emportent ce soir et que le Lightning perd à la régulière, le Canadien est assuré de terminer... Non, c'est pas vrai. Non, les Sabres de Buffalo sont assurés de terminer au premier rang de l'Atlantique. Mais on va être assuré d'avoir une série entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. On sait restera à savoir qui aura l'avantage de la patinoire. Il y a plusieurs scénarios. Oui. Bon, on compte sur vous pour suivre ça. Oui, on te réexplique tout ça demain de toute façon. Les années se suivent et se ressemblent pour le CF Montréal qui se cherche encore un nouvel entraîneur. Oui, l'équipe qui a congédié Marco Donadel après le match de samedi. 6e défaite en 7 matchs pour le CF. Philippe Eulafroy va assurer l'intérim. L'équipe est arrivée dans la MLS en 2012. Donadel, 12e entraîneur en 15 ans dans la MLS. Voici ce que Lucas Saputo a dit pour expliquer la décision de congédier Marco Donadel. On ne pensait pas que le coach et le staff mettaient en valeur les joueurs qu'on a apportés, qu'ils ont quand même de l'expérience dans cette ligue et qui ont fait voir qu'ils peuvent jouer dans cette ligue. Et on ne pense pas qu'il les a mis dans les meilleures positions pour les faire voir leur vraie valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision. Mais c'est sûr que tout le monde prend une partie de la responsabilité, incluant moi, évidemment. Alors, prochain match face aux Red Bulls de New York, on va souhaiter évidemment que le CF Montréal puisse amorcer une séquence gagnante, Marie-Christine. Merci, les gars. À demain. À demain. À demain. On va aller faire un tour aux eaux de Berlin parce qu'on y célèbre un anniversaire important. C'est le plus vieux gorille du monde, 69 ans pour cette femelle. C'est quand même impressionnant puisque leur espérance de vie est environ entre 35 et 40 ans à l'état sauvage. Donc, festin de fruits et légumes en cadeau, pas de gâteau parce que le sucre, semble-t-il, n'est pas bon pour la santé des primates vieillissants.
C'est pas mieux Pas pour bon nous, notre ça. santé non plus. Exactement, exactement. Michel, ce soir, on sait les résultats des élections partielles, bien sûr. Qui pourrait donner donc cette majorité aux libéraux? Parce qu'il manque juste un siège là, aux libéraux avec les 5 transfuges là, qui ont traversé la Chambre récemment. On sait que les gouvernements veulent toujours à tout prix avoir une majorité parce que ça leur donne les coups des franges. Ils peuvent gérer comme ils veulent. En fait, oui, exactement. Mais de l'autre côté, un gouvernement minoritaire, c'est obligé de travailler avec l'opposition. On l'a vu avec entre les libéraux et la NPD, ça a donné, entre autres, l'adoption de mesures concrètes comme l'assurance dentaire, exactement. Pour nous, là, est-ce que c'est mieux un gouvernement majoritaire ou minoritaire? Bien, la question de ce soir, un gouvernement majoritaire est-il vraiment à l'avantage de la population? On va débattre de ça à 22h30 avec Alain Victor, Maud et Déborah. À ce soir, Michel. Bye bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. Nous, on se retrouve à 17h. Bye.